Il y a quoi? Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, les 4x4, c'était vraiment les véhicules Oni. Quand on avait un, tu passais tout de suite pour le type polluant, pour le type peu respectueux de la nature. Et maintenant, c'est le contraire. Ces véhicules baroudeurs sont devenus super à la mode. Il y a 10 ans, on se faisait même crever les pneus quand on avait un 4x4. Ouais. En ville, surtout en ville, hein, parce que même des RAV4 à l'époque, ça arrivait qu'ils se faisaient crever les pneus. Et maintenant, un RAV4, eh ben, ça a été super tendance. Et tout le monde a suivi, tous les constructeurs ont rendu ce genre de véhicule désirable. C'est marrant ce retournement, hein. Ça a apparu, on va dire, c'est quoi? C'est le Qashqai qui a lancé ça? C'est le Qashqai qui a contribué probablement, parce que c'était une berline surélevée. Donc c'était pas vraiment la grosse voiture, c'était plus un tout-chemin qu'un 4x4 en fait. C'était moins imposant, ça prenait plus les dimensions d'une berline classique. Donc c'est vrai que c'est ce genre de véhicule qui s'est mis un petit peu à la page, comparable à une berline classique, plus acceptable. Voilà, c'est clair que c'est peut-être pas elle qui a initié le mouvement, parce que je te parlais à l'instant du RAV4, hein, qui a aussi beaucoup contribué à démocratiser le genre du SUV ou du petit 4x4 urbain. Donc le Qashqai a suivi le mouvement, et puis c'est vrai que c'est une auto qui a contribué à séduire les familles, et puis les constructeurs ont vraiment surfé sur la vague. Les services marketing ont bossé comme des malades là-dessus pour vendre leurs autos. Quand on a un SUV, voilà, c'est qu'on est actif, c'est qu'on est jeune, sportif, on fait du vélo, on fait tous les sports un peu de loisirs, les sports de plein air. Et ça a suivi juste après la mode entre guillemets du monospace, qui elle s'était un petit peu usée. Et du coup, ça a ringardisé le monospace, parce que le monospace, c'était la famille un peu plan. Pour le conducteur, c'était un petit peu la honte sur la fin d'avoir un monospace, parce que voilà, c'était tout pour la famille et rien pour moi. Et le SUV, voilà, il a réinstauré certains codes, notamment au niveau de la position de conduite. Les constructeurs ont voulu remettre au premier plan le plaisir de conduire une voiture qui est haute. Et voilà, ça a marché, ça a fait tilt dans la tête des gens. Là, on est à bord du Nissan X-Trail, et justement, on a une conférence de presse, et voilà, c'était dans un environnement très aventure, voilà, quelque chose un peu campagnard, un peu forêt. Donc on est complètement à l'opposé de ce que c'était il y a 10-15 ans. Alors en fait, on nous explique, voilà, que en gros, quand tu as un X-Trail ou un SUV, ben voilà, tu fais des loisirs nature. Il y a un double message, un double langage en fait. On te dit, voilà, c'est la bagnole idéale pour transporter tes enfants, tes vélos. Tu peux mettre une planche à voile parce que tu as des barres de toit, tu n'as plus qu'à rajouter des barres, tu mets une planche à voile au-dessus. Enfin, tu peux faire plein de loisirs nature. Et c'est un petit peu à contre-courant de ce genre d'auto finalement qui ne représente pas la bagnole quand même écologique au sens le plus noble du terme. Donc voilà, en valorisant le client, en disant voilà, vous êtes actif, loisirs nature, etc. Voilà, on a la voiture pour vous, et la voiture bénéficie de cette valorisation. C'est vrai que le design s'est quand même bien amélioré. On a des voitures qui ont un look de plus en plus dynamique. Je prends l'exemple du nouvel X-Trail. Voilà, ils ont redessiné les optiques, il y a un petit peu plus d'angle, le pare-choc est plus anguleux, il n'y a plus d'anti-brouillard rond, mais ils sont rectangulaires. Donc voilà, les constructeurs n'arrêtent pas de muscler la voiture. Et aussi, ce sont maintenant des véhicules familiaux. Avant, tu avais un 4x4, c'était quand même plutôt du franchissement. Voilà, c'était utilitaire. Ouais, c'était utilitaire. Ou alors, tu étais gentleman farmer quand tu avais un Range Rover. Là, maintenant, c'est clairement des véhicules familiaux. La preuve, c'est que ce X-Trail, tu peux même avoir une version 7 places. Elle est dispo en 5 et 7 places, effectivement. Là aussi, est-ce que voyager à 7 dans un X-Trail, est-ce que c'est franchement confortable et adapté ? Ce sont des places d'appoint, on est d'accord. Non, ce sont des places d'appoint. Ça reste un véhicule familial pour une famille de 4 ou 5. Quand on est plus nombreux, clairement, c'est pas ce genre d'auto qu'il faut acheter. Et ce qui est intéressant sur ce nouvel X-Trail, c'est que rien qu'en redessinant le bac de coffre, c'est tout bête, ils affirment avoir gagné une quinzaine de litres de charge. C'est énorme, 15 litres. Donc juste en redessinant ta zone de chargement, tu gagnes des litres de chargement. Donc 15 litres, c'est toujours bon à prendre quand on est une petite famille. Et l'autre point aussi de mutation de ces véhicules, c'est qu'en fait, ils se sont embourgeoisés. Nissan nous explique qu'en fait, 95% des versions
X-Trail qui vendent, ce sont les 2 finitions les plus hautes. C'est N-Connecta, c'est Tecna, c'est des voitures super équipées. Oui, il y a tout là. On est dans une finition Tecna, on a panoramique, sellerie avec du cuir, évidemment toutes les aides à la conduite possibles et imaginables, alerte de détection d'angle mort, voilà quoi. On a le système audio Bose, on a les caméras de recul. Et on va avoir aussi un système qui préfigure un petit peu la voiture autonome chez Nissan. Donc ça va arriver en 2018, c'est le ProPilot qui est disponible actuellement chez notre constructeur, mais sur des véhicules très haut de gamme. Ouais. Là, il démocratise un petit peu ce genre de technologie. Là, il démocratise un petit peu, comme il l'avait fait il y a quelques années avec la VM360, les caméras tout autour de la voiture. Et dernier point, qui montre un petit peu la mutation de ces véhicules de 4x4 purs franchisseurs à quelque chose de plus familial, peut-être plus haut de gamme même. Maintenant, on a des motorisations puissantes. Ouais, alors en diesel, on a 2 motorisations disponibles, le 130 chevaux et le 177 chevaux. Donc le premier, c'est un litre 6, le deuxième, c'est un 2 litres. Là, ici, on est dans un 2 litres 177 chevaux. Avec une boîte méca, on a aussi une boîte à variateur. Et la transmission intégrale. Ouais. Voilà, parce que c'est pas qu'un look, hein, ça garde quand même, enfin pas tous, mais ces véhicules gardent quand même la possibilité d'avoir des versions à transmission intégrale. Ça, c'est le positionnement de Nissan qui dit voilà, 2 roues motrices, 4 roues motrices, on laisse le choix. Parce que Nissan a une vraie légitimité là-dessus. Hein. Ils ont une vraie culture du tout-terrain quand même, Nissan. Quand on repart quelques années en arrière, voire quelques décennies en arrière. Il y avait le Pathfinder. Même le Navara. Avant, le Navara, le Patrol, Oui, le Patrol GR, ouais. le Terrano 2. Et tout à l'heure, sur la route, on est passé devant un Terrano 2 allongé. Mais finalement, ils avaient déjà commencé à poser les bases du SUV avec le Terrano 2, qui était beaucoup plus compact que le Patrol GR, qui avait des capacités de franchissement qui étaient plutôt excellentes à l'époque, et tu avais une capacité d'accueil pour toute une famille qui était... Mais le Terrano 2, voilà, c'était encore dans les années 90, c'était encore difficilement acceptable comme auto. Et voilà, maintenant, quasiment 15 ans, 20 ans après, là on est sur des autos qui sont hyper nombreuses sur les routes. Avant, tu passais pour quelqu'un de polluant, de pas écolo, t'étais vraiment, t'étais mis au banc de la société presque. Et maintenant, c'est le contraire. T'es tendance. T'es dans le mouvement. On va même se demander si les rebelles, c'est pas ceux qui vont acheter des berlines classiques. Bon, après, c'est vrai qu'on a fait un petit peu de off-road avec le X-Trail tout à l'heure. Bon, c'était pas des chemins complètement défoncés, mais c'était du caillou, c'était pentu. Et bon, c'est vrai que... Oui, ça passe. Ça passe, c'est hyper polyvalent finalement. Et confortable. C'est confortable, même avec les roues 19 pouces de notre véhicule d'essai, c'était super confortable. On a juste remarqué un angle d'attaque à l'avant qui était un peu faible. Un petit peu faible, on a un pare-choc qui descend assez bas. Donc voilà, quand on prend des saignées ou à toute petite vitesse ou quand on essaye de prendre une pente, voilà, il faut quand même bien vérifier que ça touche pas trop. Donc on est quand même loin des véhicules pur franchisseurs qu'il y avait quand même il y a 15-20 ans, les Lada Niva ou un Terrano 2, voilà. Un Terrano 2, voilà, tu avais un porte-à-faux avant qui était très très court, donc tu pouvais attaquer une pente sans souci. Là, on est vraiment... le look a pris le dessus. Vraiment, on a des boucliers qui sont super enveloppants, super bas, etc. pour l'aérodynamique, pour faire baisser les émissions de CO2. Donc voilà, les constructeurs arrivent à des compromis entre les capacités en franchissement en tout chemin. Faut vraiment insister sur la notion de tout chemin. On ne peut pas faire grimper un X-Trail aux arbres, et d'une parce qu'on a des pneus route. Donc il faut penser si tu as vraiment l'usage tout terrain d'un X-Trail, pourquoi pas, mais il faut penser à la monte pneumatique qui va avec. Sinon voilà, on a une auto effectivement qui passe relativement partout, et nous on est passé dans des endroits que probablement la grande majorité des X-Trail vendus en France ne passeront pas. Je veux dire, ils resteront sur du bitume. Et puis donc voilà, bon, c'est la possibilité. C'est ça, c'est aussi dans l'imaginaire, c'est la possibilité de partir à l'aventure.